Anaïk, je te laisse Ouais, placer ton document. merci. Avec plaisir. Voilà, je vais vous faire donc un tour d'horizon de la construction paille et de la filière en France. Et, et comment, et aussi les formations qui sont agréées par le RFCP. Alors là, vous avez un peu les dates clés de la construction paille. Ça a démarré aux États-Unis, dans le Nebraska, là où il n'y a pas beaucoup de bois pour construire. Et donc, les habitants ont eu l'idée d'empiler des bottes de paille, voire des bottes de foin, on n'est pas sûr, là sur la photo, c'est de la paille, et pour se protéger des rigueurs de l'hiver. Ensuite, en 1920, nous avons eu la première maison construite à Montargis, la maison Feuillette. Je reviendrai tout à la fin. Et un renouveau de la construction paille à partir des années 70. Au début des années 2000, on voit les premiers professionnels qui proposent l'isolation paille, et on se structure en 2005-2006 en créant le réseau français de la construction paille. Et à partir de là, va déboucher l'écriture des règles professionnelles de la construction paille, donc reconnues par la C2P. Alors, comme vous le savez, la réglementation environnementale 2020 est en cours, et ce qui est presque un atout pour la paille, puisque l'isolant paille peut répondre et répond aux exigences que demande cette réglementation en termes d'impact environnementaux. Voilà, la paille, donc en réponse aux enjeux. Donc, comme je vous le disais, l'impact environnemental, c'est un coproduit de l'agriculture. Donc, il n'y a aucune incidence sur la production alimentaire en occupant des sols, donc, puisque c'est le déchet ou le coproduit. On préfère dire coproduit que déchet de la production de céréales. C'est une plante annuelle qui est disponible. En France, on a la chance d'être un pays de céréales. Donc, et au niveau, c'est une ressource locale, c'est une ressource qui stocke du carbone, donc ce qui permet de répondre aux enjeux justement de cette RE 2020. Et lors de la déconstruction, on a un matériau qui peut être composté ou recyclé dans des jardins pour du paillage, et on reste dans l'économie circulaire. Donc, pour avoir une idée de la production et du potentiel d'isolation surtout, c'est qu'il reste suffisamment, après tous les usages agricoles couverts, suffisamment de paille pour isoler tous les logements neufs. Ensuite, la paille répond aussi aux enjeux de confort, que ce soit le confort thermique, par sa résistance thermique qui est au-dessus de 7, sa masse qui est intéressante pour le déphasage, et là on rejoint encore la RE 2020 avec le confort d'été. Et ensuite, on a aussi le confort acoustique et la qualité de l'air. Et on a un matériau particulier qui est support d'enduit, et ce qui permet d'avoir une masse thermique qui rayonne et qui régule l'hygrométrie. Et aussi, là je reviens encore au confort acoustique, à l'enduit d'air et à la capacité d'absorption, et donc ça évite tout ce qui est restitution des bruits périphériques. Donc, les règles professionnelles CP 2012. Alors, CP pour construction paille, bien sûr, donc, qui est notre document de référence. Donc, on en est à la 3e édition. Donc, elles ont été éditées en 2011, 2012. Et on en est déjà à la 3e édition parce qu'en permanence, on la remet, on revalide par les retours d'expérience, et elle évolue en fonction de ça. Et donc, mais de quel matériau on parle dans ces règles pro? Alors, il s'agit de la botte de paille, donc la botte de moyenne densité. Donc, ce n'est pas la grosse botte que l'on voit dans certains champs ou des roundballers, hein, c'est vraiment la botte moyenne densité. Et uniquement, alors, elle ne concerne ou elle ne valide
que la paille de blé. Alors, blé dur, blé tendre, parce que les tests ont été faits avec de la paille de blé, alors qu'on peut très bien utiliser de la paille de triticale, d'orge, de petit épeautre. Mais si on veut être assuré avec la décennale, il faut utiliser que de la paille de blé. Bon, un jour, je pense que ce paramètre va changer, mais actuellement, c'est le cas. Et le domaine d'application, donc, c'est le remplissage d'ossature bois pour une isolation phonique et thermique et l'utilisation des bottes de paille comme support d'enduit. Ce sont les 2 domaines d'application que décrit les règles CP 2012. Les règles pro, comme on dit habituellement, donc maintenant est devenu une technique courante, puisqu'elles ont été validées par les retours d'expérience. On a développé des fiches d'autocontrôle pour justement avoir ces retours. Et au début, elle était en technique non courante et après, on est en technique courante. Donc, c'est assurable en décennale et comme je vous l'ai dit précédemment, elles sont évolutives. Là, vous avez des schémas de la filière. Alors, il faut savoir que la filière paille en France est la plus dynamique au monde. De plus, c'est aussi la locomotive des matériaux biosourcés. Alors, le chanvre est actif, bien sûr, la balle de riz, et j'en oublie, la boîte de cellulose. Mais vraiment, la filière paille, c'est la locomotive de tous les matériaux biosourcés. Et en France, on est très structuré par rapport à d'autres pays. Donc, on a le RFCP, Réseau français de la construction paille, qui est la tête de filière de la filière, enfin la tête de filière, tout simplement, point. On a après des associations régionales ou des organismes de formation qui structurent la filière en région. Donc, on voit qu'il y a des grosses, dans l'ouest, entre la Bretagne et Pays de Loire, donc le collectif Paille armoricain et Résonance Paille en Nouvelle-Aquitaine, ce sont des collectifs qui sont très, très actifs et ça s'en ressent au niveau du nombre de constructions, au niveau du nombre de formations et de stagiaires formés. Et après, Oikos dans le sud-est aussi. Après, ça reste assez anecdotique. Et vous voyez le Grand Blanc en Occitanie, il n'y a pas de structuration de la filière, malheureusement. Mais ça va venir. En tout cas, vous voyez en bas à gauche, nous avons donc la semaine passée organisé le premier congrès national de la construction paille, qui a réuni sur 3 jours, on était 600 personnes à peu près. Donc avec des conférences sur différents sujets. Et ce congrès va avoir lieu tous les 2 ans et avec un peu de chance, le deuxième aura lieu en Occitanie. Bon, mais rien n'est validé encore. Et puis, il y a aussi une organisation européenne qui s'appelle l'ESBA. Et donc, il y a des rencontres qui s'organisent, des retours d'expérience à l'échelle européenne et des rencontres qui, je ne sais plus si elles sont tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Donc, le réseau français, donc, comme je vous l'ai dit, est la tête de la filière et fédère les acteurs. Donc, sur le site du RFCP, vous avez l'adresse à gauche. Vous avez plein d'informations. Donc, par exemple, les parois, les différents types de parois BIM avec l'outil BIM. Vous avez toutes les différentes parois de la construction paille. Vous avez l'agenda, vous avez toutes les formations et tous les événements en lien avec la paille. Et ensuite, à droite, vous avez la liste. Vous avez les procès-verbaux d'essai ou les documents normatifs qui sont en libre consultation. Si vous avez des projets, vous pouvez vous appuyer sur tous ces documents. En région, donc je reviens un petit peu, vous avez aussi le site constructionpaille.fr où vous pouvez retrouver les constructions qui ont été faites et avec un certain descriptif. On est actuellement on essaye de recenser
le nombre de constructions paille, je pense qu'on n'a pas recensé la moitié ni le tiers des constructions. Ensuite, le RFCP aussi tient à avoir la main sur, sur certaines formations. Alors, la formation ProPaille, c'est la formation de référence et qui donc aborde les règles professionnelles de construction paille. Donc, c'est la formation qui est reconnue par les assureurs. C'est la formation qui est souvent demandée quand on répond à un marché public. Ensuite, on a des modules par métier qui sont complémentaires ou en périphérie de la ProPaille. Donc, ça peut être pour la maîtrise d'ouvrage public ou privé, les charpentiers, les enduiseurs. On en a 6 comme ça qui ne demandent pas forcément le prérequis d'avoir fait la ProPaille précédemment, mais qui permet de former certains professionnels ou du moins d'avoir une approche de la construction paille. Ensuite, on est l'expert paille. Donc, voilà, Pierre-Henri et moi, nous sommes justement des experts paille. Donc là, c'est un souci de sécuriser la construction paille et pas que faire des constats de litige et sinistralité, c'est surtout pour la montée en compétence des entreprises et pouvoir sécuriser la filière. Et après, avec la Fédération Éco-Construire, il y a aussi la paille qui a une grande place dans leur formation, et en particulier bâtisseurs biosourcés. Et là, on est en train de rédiger d'autres formations, des chargés d'affaires en construction paille, et des formations à destination des agriculteurs pour avoir un matériau de qualité. Là, le petit graphique que vous voyez, c'est sur les stagiaires ProPaille. Et en fait, là, on a dépassé, on est à 4300 personnes formées ProPaille depuis 2011. Et les architectes représentent 40% des stagiaires et 60% ce sont des concepteurs. Et pour finir, donc, je voulais vous montrer la maison Feuillette, donc la plus ancienne maison paille d'Europe, la plus ancienne maison paille à ossature bois du monde. Et si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, vous cherchez le numéro de Science et Vie de 1921 et vous avez cet article qui est à gauche, qui est très intéressant d'ailleurs, et qui va vous décrire le système constructif et les qualités de la construction paille et de cette maison que vous voyez à droite à l'heure actuelle. Donc, elle a été rachetée avec l'aide du RFCP, mais elle appartient au Centre national de la construction paille, qui est un centre de formation à Montargis. Eh bien voilà, moi j'ai fini mon intervention. Merci. Je vais laisser la parole à Pierre-Henri, à moins qu'il y ait des questions. Après, je pourrais répondre plus tard également, c'est pas, je reste là. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Anaïg. Mais les questions peuvent arriver plus tardivement, effectivement. Pierre-Henri, la parole est à toi. Ah, ton micro est coupé. Est-ce que vous avez tout en plein écran, Ouais, Gaël? parfait, Ouais, parfait, c'est bon? parfait, parfait. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Pierre-Henri Gomez, architecte. Alors, juste une petite spécificité qu'a pas mentionné au départ, c'est que je suis aussi architecte CEPH, donc concepteur européen de maisons passives. Donc là, c'est le deuxième webinaire que nous animons. Alors, ce qui, je dirais, correspond à toutes les problématiques, essais au feu, rongeurs, caractéristiques de la botte, taux d'humidité, masse volumique. Vous pouvez consulter
le premier webinaire où vous aurez toutes ces informations. Et le sujet aujourd'hui, c'est plus ce que je vous propose, c'est d'aller voir pas seulement le plat quand tout est terminé, mais de regarder un peu ce qui se passe en cuisine. Et c'est pour ça que j'ai choisi de présenter seulement 3 projets pour regarder d'un peu plus près eh bien, comment est-ce qu'on arrive à cette performance-là. Donc, je passerai sur une première partie donc de préambule, je passerai assez vite. Aujourd'hui, la maison flambe et pour plusieurs raisons. Je pense qu'il est fondamental de passer la 6e et que les pouvoirs politiques, au lieu de débattre de choses aujourd'hui par rapport à nos retraites, feraient mieux de répondre s'ils sont si intelligents et qu'ils ont tout compris sur les enjeux futurs que nous avons à résoudre où on n'a pas une seconde à perdre. Donc la situation est quand même assez délicate. Donc sur l'évolution du climat, donc les consommations de CO2 en France par personne sont de 8 tonnes par an. Et l'objectif, c'est de passer de ces 8 tonnes à 2 tonnes par an. Et si on regarde en fait à quoi correspondent ces 8 tonnes, donc sur la répartition des émissions de CO2, 27 reviennent au transport, 24 à l'alimentation, 19 à l'habitat, 16 à la consommation et 14 aux dépenses publiques. Donc, si on regarde le monde du bâtiment qui comprend une partie des transports et l'habitat, on est responsable de 30% de gaz à émission d'effet de serre et de carbone. Donc, le levier que nous avons en tant qu'architecte et participant à ce monde de demain, elle est énorme. Et aussi, ce qui est important, c'est de regarder que les dépenses publiques sont de 14%. Donc, les dépenses publiques, ça correspond en fait au fonctionnement des écoles, des hôpitaux. Donc, évidemment que nous, en tant que prescripteurs, eh bien, on va devoir fournir un effort et contribuer à tout ça. Mais que l'État doit aussi mettre en place quelque chose d'important parce que 14% de 8 tonnes, ça fait 1 tonne 2. Et même si vous vivez dans les bois et que vous mangez des racines, vous êtes à 1 tonne 2 dû à ces dépenses publiques. Donc, je pense qu'il va falloir croiser autant les démarches privées que publiques à ce niveau-là. Donc, sur les banalités, il va falloir évidemment baisser le chauffage et aussi, on constate tous les étés de plus en plus une augmentation des besoins en rafraîchissement, avec des phénomènes qui s'accentuent, c'est-à-dire des nuits tropicales où la température ne descend pas et il est difficile, même en ayant une bonne conception de l'enveloppe du bâtiment, à avoir un confort pendant l'été. Deuxième parallèle, ce qu'on est en train de vivre depuis un peu plus d'une année, c'est évidemment une envolée des prix de l'énergie. Et personne n'est capable de faire des prévisions exactement du prix de l'énergie, mais ce dont on est sûr, c'est que ça va augmenter. Donc là, je vous ai mis un petit tableau avec l'Argus de l'énergie en regardant ce qui coûte le moins cher au plus cher. Et vous pourrez le regarder de manière plus fine. Évidemment que les énergies fossiles représentent les coûts les plus importants. Et on a, je dirais, un tableau croisé entre le rejet du CO2 et le coût des énergies. Donc, la meilleure énergie, évidemment, c'est celle dont on n'a pas besoin. Et on va essayer de regarder comment les constructions en paille arrivent à répondre à tous ces enjeux. Évidemment aussi, un nouvel enjeu et un nouveau défi à relever, ça va être la disponibilité en eau. Ça paraissait pour tout le monde une évidence d'ouvrir un robinet et d'avoir de l'eau. Et on s'est rendu compte l'été dernier que cette évidence n'est plus
aussi simple que cela. Donc, par rapport à tous ces enjeux, on va devoir se protéger des pics de chaleur, consommer moins d'énergie et réduire les émissions de CO2. Donc, qu'est-ce qui change pour nous en tant qu'architectes de la RT 2012 à la RE 2020? C'est le BBio qui comprend toujours les besoins de chauffage, les besoins de refroidissement et les besoins d'éclairage artificiel, ou de la RT 2012 à la RE 2020, on passe à moins 30%. Nouvelle notion qui apparaît aussi, c'est les degrés d'heure d'inconfort, qui pour moi sont encore vraiment au-dessus de la barre de ce qu'on serait censé répondre en tant qu'architecte. Et on voit bien que le BBio, donc la performance de votre enveloppe et les degrés d'heure, les degrés heures d'inconfort sont liés. Alors, pourquoi construire en paille? Eh bien, c'est, je pense, si quelqu'un d'entre vous arrive à trouver pendant la présentation un matériau qui répond à autant d'exigences, pour ma part, je n'en connais pas. Donc évidemment, à quoi répond la botte de paille sur le stockage de CO2? C'est le seul matériau qui stocke du carbone, à ma connaissance. Il y a une fiche qui est ouverte FDES sur de la fibre de bois, mais pour l'instant, seule la botte de paille stocke du carbone. On est à l'équivalent de 14 kg de CO2 par mètre carré de parois construites. Sur le classement au feu, c'est très difficilement inflammable. On est classé en BS1 des 0. C'est utilisable en neuf et en rénovation. Anaïg nous a montré qu'on a une ressource très abondante. Sur le confort d'été, eh bien, ça répond à la diffusivité et l'effusivité des matériaux. Donc, elle répond bien à cet enjeu-là. On a un emploi local, donc on est dans l'économie circulaire et de proximité. Sur la qualité de l'air, on n'a pas d'émissions de COF. Et sur l'isolation thermique, on peut aller jusqu'à un R de 10 en paroi et en toiture. Donc ça, vous connaissez tous, j'imagine, maintenant vous êtes un peu familiarisés avec la RE 2020, les fiches FDES, donc, qui répertorient eh bien, tout le matériel nécessaire à faire des ACV, des analyses de cycle de vie, et la botte de paille, donc stock 14 kg équivalent CO2 par mètre carré de paroi construite. Donc juste, je vous ai mis un petit tableau avec différents matériaux, donc le polyuréthane, le polystyrène, la laine de roche, la laine de verre, donc tous les matériaux qui sont utilisés, je dirais, dans l'habitat conventionnel ou traditionnel. Et ensuite, après, vous pouvez voir ce que ça demande en énergie primaire non renouvelable. Sur le changement climatique, vous voyez, la botte de paille, elle est à moins de 14 kg, alors que si vous prenez le polyuréthane, on est à plus 49 kg équivalent CO2. Sur le polystyrène, on est à 42, sur la laine de roche, on est à 25, sur la laine de verre à 14. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver sous ce graphique. Et ce qu'on peut voir, c'est que plus on est vers un matériau issu de la pétrochimie ou fortement manufacturé, et plus on a en fait une pollution niveau du CO2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, si on regarde 1 mètre carré de paroi en paille avec une ossature bois et un enduit terre, sur l'énergie primaire, on est à 192 kWh équivalent d'énergie primaire. Et par contre, sur le réchauffement climatique, on est à moins 4 kg de CO2. Et si on regarde un mur, béton, laine de roche et enduit mince qui aurait une isolation similaire à ce premier exemple, eh bien, on est à 565. On est donc pratiquement à 3 fois ce que demande la construction ossature bois remplissage ballot de paille. Et par contre, au niveau du CO2, là, on explose les compteurs. On est à 179 kg CO2 équivalent. Donc, ce que vous a dit Anaïg, vous pouvez regarder sous l'adresse
là qui était écrit en bleu, mais vous verrez différents types de parois qui vous permet de télécharger, suivant le logiciel avec lequel vous travaillez, toutes les caractéristiques de chaque paroi. Donc là, je fais juste un petit zoom. Et évidemment, la question qui vient à chaque fois et qui est déjà été énoncée en début de présentation sur le coût, et vous verrez les coûts de chaque type de paroi. Donc évidemment, le prix du bois flambe, mais celui de l'énergie aussi. Et je pense que eh bien, le bon chemin, la bonne stratégie, c'est plutôt de mettre de l'argent dans l'enveloppe pour qu'on ait des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie. Et là, les retours sur investissement, même si le prix des matériaux y flambe, le retour sera beaucoup plus rapide si on a cette enveloppe qui est performante. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet local. Donc, c'est un projet qui a été construit à côté entre Valence et Montélimar. Donc, c'est les bureaux d'Enertec. Enertec, c'est un bureau d'études thermiques qui a peut-être la base de données d'instrumentation de bâtiments les plus importants. Et là, je vais vous présenter le projet de leur construction, de leur bâtiment dans lequel ils ont leur bureau. Alors, pourquoi low-tech? Donc, on est sur une ventilation double flux décentralisée, un bâtiment sans chauffage, avec un faible impact de la terre crue, du bois paille, des entreprises locales. C'est un bâtiment à énergie positive tout usage et faible coût et très faible charge sur le bâtiment. Donc, on est sur un bâtiment de 600 mètres carrés avec un premier étage donc, qui est semi-enterré, un rez-de-chaussée et ensuite, après, le premier étage. Donc, sur la question, moins on a besoin de chauffer un bâtiment, plus l'installation du chauffage coûte cher, eh bien, non. Donc là, on va voir que c'est un bâtiment qui, en besoin de chauffage et de refroidissement, est inférieur à 4 kWh par mètre carré. Pour donner des ordres de grandeur, quand on est en passif, on est à 15 kWh par mètre carré. Donc, c'est un bâtiment qui est très performant d'un point de vue thermique. Donc, c'est un bâtiment où pas de chauffage ni de climatisation. Et on va regarder ça de manière un peu plus fine dans les slides qui vont suivre. Donc, pour vous détailler un petit peu les complexes du bâtiment, donc on est sur la partie semi-enterrée avec une dalle flottante sur 240 mm de PSX. Donc, on a un U de 0,13. Ensuite, après, sur les parois verticales semi-enterrées, on est sur une ITE en PSE graphité de 120 mm plus une ITI de 120 mm. On a un U de 0,13. Ensuite, sur toutes les parties aériennes, on est sur de la paille plus une ITI de 50 mm où on est à un U de 0,13. Des menuiseries triple vitrage à haut facteur solaire avec un G de 0,55. Donc, on est sur un UW total des menuiseries de 0,91. Et enfin, sur la toiture, on est sur 40 mm de watts de cellulose. Et là, on est sur un U de 0,1. Donc là, vous voyez un peu toutes les caractéristiques des parois, du sol et du plafond. Donc, pour situer le bâtiment, c'est à Pont-de-Barré, c'est à côté, vous voyez, de Montélimar et de Valence, et on se trouve au pied du Vercors. Donc, pour regarder un petit peu des photos de mise en œuvre du bâtiment, donc là, sur la partie semi-enterrée, on est sur, je dirais, une construction traditionnelle ou conventionnelle, avec des matériaux qui sont utilisés dans le traditionnel. Les seules alternatives qui sont le fond de glace
Ensuite, après, vous avez le Misaport et le Technoport n'ont pas été choisis pour ce projet-là. Donc, vous voyez sur le radier et ensuite après l'ITE qui a été posé contre le mur. Dès qu'on part sur les parties aériennes, donc un bâtiment où vous avez une superstructure, donc poteau-poutre, et ensuite après une ossature pour tous les murs périphériques qui a été préfabriqué en atelier, donc ce qui permet d'aller très très rapidement au niveau de la mise en œuvre sur chantier. Donc là, vous voyez l'ossature principale en poteau-poutre en bois et le levage des panneaux de paille qui ont été préfabriqués en atelier. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui savent fabriquer l'intégralité du complexe du mur, c'est-à-dire l'ossature, le voile contreventant à l'intérieur, le bardage et même les menuiseries, ce qui permet de monter des bâtiments de 150 mètres carrés hors d'eau, hors d'air en seulement quelques jours. Ensuite, après, sur le choix inertiel à l'intérieur du bâtiment, ça a été de fabriquer sur site des briques d'adobe de terre crue. Donc, vous voyez là ici la préparation du malaxage et ensuite après les briques qui sont fabriquées, donc qui ne sont pas cuites. Donc, ils demandent très peu d'énergie grise à leur construction. Et là, vous voyez dans l'ossature principale, poteau-poutre en bois, eh bien, ces murs de briques de terre crue, dans le sens où c'est important d'utiliser la botte de paille, mais ce n'est qu'un constituant du bâtiment et que les choix des matériaux, ce n'est pas une addition de choix de matériaux, mais c'est choisir des matériaux complémentaires pour que le bâtiment fonctionne. Donc là, il y a un très bon cocon isolant avec des murs en botte de paille et 40 cm de boîte de cellulose en toiture. Mais il faut une pile, et cette pile, c'est cette terre crue qui va permettre de stocker du chaud pendant l'hiver et du froid pendant l'été pour que le bâtiment ait à fournir le moins d'efforts possible. Donc là, vous voyez des parois qui sont montées en terre crue. Donc là, vous voyez les briques d'adobe, les briques d'adobe. Et ensuite, après, les montages sur les murs de refend à l'intérieur. Et toutes les briques qui ont été cassées lors de la construction, vous voyez sur la constitution des planchers. Donc, on a des planchers qui sont en bois et qui sont remplis des briques qui sont cassées à la fabrication avec un complément de briques de terre sèche qui vont permettre d'apporter encore plus d'inertie au bâtiment et aussi de résoudre le problème acoustique entre les étages pour avoir un effet masse, ressort masse à l'intérieur et de ne pas avoir de passage ni de bruit aérien, ni de bruit d'impact d'un étage à l'autre. Donc, vous voyez qu'on sait très bien faire sans envoyer une dalle en béton armé entre deux étages. Sur la constitution des murs, eh bien, on a des bottes de paille et redoublées à l'intérieur par 5 cm de fibre de bois avec un revêtement ensuite après de placo-plâtre et de fermacelle. Ça dépend les endroits du projet. Là, ce que vous voyez, c'est les menuiseries et les cadres donc de triple vitrage. Alors souvent, dans les lieux communs, j'entends dire que oui, dans le sud de la France, triple vitrage, pas triple vitrage, ou je mets que du triple vitrage niveau nord. Il faut savoir que le triple vitrage est totalement justifié aussi, même dans le bassin méditerranéen, parce que par rapport au confort d'été, vous aurez beaucoup moins d'entrée de chaleur quand il fait 35 degrés et que vous avez un U qui est à 0,81 ou 0,91 au niveau de vos menuiseries, au lieu d'avoir un U à 1,3 ou 1,5,
bien vous limitez les apports de chaleur de manière drastique à l'intérieur du bâtiment, surtout si vous avez pas mal de baies plein sud, de grandes baies vitrées. Donc évidemment, avec un système d'oscillobattant pour assurer la surventilation nocturne et la ventilation naturelle traversante du bâtiment pour décharger les murs en plein été. Alors la caractéristique de ce projet, c'est d'avoir utilisé au niveau de la ventilation des doubles flux décentralisés. Donc on n'a pas une CTA avec 36 000 tuyaux qui passent pour apporter l'air neuf et sortir l'air vicié. C'est le choix qu'ils ont fait. Donc là, l'appareil que vous voyez, c'est la Comfort Air 70 de chez Zender. Donc, il y a une machine par bureau et qui assure l'insufflation, le soufflage dans le bureau et aussi l'extraction, ce qui vous permet de ne pas avoir des tuyaux qui passent partout. Donc, ça peut être une solution très intéressante en rénovation. D'un point de vue de la machine, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur cette machine-là, on peut même brancher une pièce supplémentaire. Donc là, l'extraction se fait dans les WC et on a du soufflage et de l'extraction aussi qui se fait dans cette pièce. Et d'un point de vue sonore, c'est très acceptable si vous êtes… Donc, il y a 3 vitesses, la 1 et la 2, on n'entend pratiquement rien. Quand on est en vitesse 3, donc forcée, on est à 22 dB, ce qui est encore fort acceptable dans un bâtiment. Et même si vous le posez dans une chambre à coucher, il n'y a pas de nuisance sonore à proprement parler. Donc là, sur la photo, donc là, vous voyez ce que vous voyez ici, là, les petits blocs blancs sur la façade, eh bien, c'est les blocs qui sont sortis à l'extérieur de ces doubles flux décentralisés. Alors après, il est possible, vous voyez, d'un point de vue esthétique, c'est pas très heureux. Il est possible de noyer le bloc, surtout si on est en ossature bois et un bardage, et d'avoir un bardage à claire-voie et de pouvoir masquer en fait ces bouches sur les façades à l'extérieur. C'est largement réalisable. Et vous voyez le bâtiment, pour être à énergie positive, évidemment, il n'y a que le panneau photovoltaïque qui permet de résoudre ce problème-là. Et le local technique de ce bâtiment qui fait 600 mètres carrés, il doit faire 5 mètres carrés. Il n'y a plus de double flux, de grosses bécanes à avoir à centraliser dans le bâtiment. Et là, vous voyez ce que vous voyez sur votre droite, c'est juste les tableaux pour le photovoltaïque. Il y a un tout petit serveur pour l'ensemble des ordinateurs du bâtiment. Donc, le choix d'avoir fait une double flux décentralisée, aussi, ça résout la taille et la dimension du local technique. Et comme c'est un bâtiment qui est très performant d'un point de vue de son isolation, autant pour l'été que pour l'hiver, il n'y a pas de moyen de chauffage, il n'y a pas de moyen de climatisation. Donc, ce qui permet de ne pas avoir tout cette tripaille et tout cet appareillage qui demande une maintenance, qui a un coût, et qui permet d'économiser aussi dans le prix initial de construction de bâtiments. Vous économisez le poste chauffage et climatisation. Il n'y en a plus. Alors, je vous ai mis ce slide parce qu'il est assez intéressant. Donc, vous voyez les 3 graphiques. Le graphique, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Donc, le graphique, vous voyez le calcul RT et label E+C-, c'est ce que donne le calcul statique que nous rendons tous sur chacun de nos projets pour avoir la RT 2012 et aujourd'hui la RE 2020. Donc ça, c'est un calcul statique.
Sur la gauche, le calcul physique, en fait, c'est la simulation thermique dynamique du bâtiment. Et ce qui est très intéressant, c'est que le bâtiment est instrumenté, donc il y a des sondes partout pour connaître l'humidité des murs, la température des murs, la consommation énergétique. Et ce que vous voyez au milieu, c'est les mesures prises sur une année du bâtiment en 2016. Et là, vous voyez la réalité par rapport à ce qu'on nous demande sur un calcul réglementaire. Et ici, en comparaison avec une simulation thermique dynamique. Alors, ça ressemble, la réalité, ce n'est pas tout à fait une STD, donc la simulation thermique dynamique, mais vous voyez quand même qu'on se rapproche des deux graphiques, alors que la réglementation thermique, comme on demande de la faire en statique, ben, elle donne une grande orientation qui est bien vague et qui est, pour moi, très insuffisante pour connaître la consommation réelle d'un bâtiment ensuite après dans la vraie vie. Donc je trouve ça fort dommage aujourd'hui d'être orienté et braqué, de répondre à cette exigence qui pour moi est largement insuffisante. Donc, pour mettre en perspective un petit peu ce bâtiment, donc le bâtiment local, vous voyez des bâtiments tertiaires qui ont été construits en région Rhône-Alpes. Donc, je ne vais pas tous les nommer, mais vous voyez qu'on passe de bâtiments à 105 kWh par mètre carré par an jusqu'à local où on est divisé par 28 par rapport au plus mauvais et par rapport à la deuxième référence, la meilleure, qui est l'INED, qui se trouve à Valence, on divise par 5 les consommations énergétiques. Évidemment que ce qui va de pair avec cette performance niveau du chauffage et du refroidissement et aussi du confort dans le bâtiment, c'est évidemment optimiser au maximum la lumière naturelle pour éclairer tous les bureaux, de ne pas avoir des tours dans le bâtiment qui vont consommer beaucoup d'énergie, mais plutôt d'avoir des écrans portables. Le serveur consomme moins de 50 watts. Et aussi, bien, se poser la question de, en fin de journée, vous avez une coupure générale qui permet au dernier occupant du bureau de couper tout ce qui aurait pu être oublié d'être coupé, qui laisse évidemment le vital pour le bâtiment. Mais ces mesures vont aussi avec cette conception low-tech du bâtiment. Là, c'est marqué un petit graphe par rapport au confort d'été. Donc, c'est les mesures qui ont été prises du 15 juin jusqu'au 21 août. Donc, vous voyez, les températures vont osciller de 38 à 14 degrés. Donc, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est évidemment les 28 degrés. Et le graphe que vous voyez en vert, c'est les bureaux qui se trouvent au R+1. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des températures de 38, donc il peut faire très, très chaud. Eh bien, on n'a jamais dépassé sur l'étage les 28 degrés et on tombe jusqu'à 20 degrés. Et ensuite, après, le rez-de-chaussée qui reste un peu plus frais parce que en contact avec la terre, où on est dans les 26 degrés. On n'a pas dépassé les 26 degrés et on est tombé jusqu'à 21 degrés. Alors, tout ça est possible par rapport aux choix complémentaires, comme on l'a vu auparavant, sur l'inertie qui a été mise dans le bâtiment, le faible apport interne par rapport à tout ce qui peut être serveur, ordinateur. Il y a un soin qui est important là-dessus. Évidemment, sur les vitrages, d'avoir des BSO, donc des prises soleil orientables. Aujourd'hui, on voit qu'entre un BSO qui est commandé manuellement et un BSO qui est automatisé,
on gagne sur le calcul RE 2020, on gagne 35% de fraîcheur à l'intérieur du bâtiment pendant l'été. Donc après, évidemment, il faut poser un BSO de bonne qualité, parce que si les promoteurs commencent à poser le premier prix et qu'au bout de 3 ans, ça ne marche plus, tout ça, on ne peut pas faire confiance indéfiniment à la machine. Et plus on a de machines et plus on a de maintenance. Donc là, vous voyez qu'on est sur un projet où on est sur le minimum de machinerie possible. Et pour moi, la machinerie la plus low-tech qu'on ait dans le bâtiment, c'est une ventilation double flux qui peut assurer évidemment la ventilation, mais assurer aussi des moyens de chauffage et de refroidissement complémentaires sans avoir à utiliser d'autres systèmes. Et évidemment, ceci est possible parce qu'on a une aération nocturne et matinale à l'intérieur du bâtiment. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, là, vous avez un graphique par rapport au confort d'été sur la période la plus chaude qu'a connue le bâtiment entre le 31 juillet jusqu'au 8 août. Ce que vous voyez en violet, donc si ma souris vous la voyez, ça monte et ça descend, donc ça monte à 36 degrés et la nuit ça descend jusqu'à 19. Donc ça c'est les amplitudes nocturnes, diurnes qui se trouvent à l'extérieur. Ensuite après, ce qui est en rouge, c'est les moyennes au R+1. Donc vous voyez, on descend une fois qu'on a ouvert les fenêtres, et ensuite après, on remonte, les fenêtres sont fermées vers 10 heures, et on remonte en journée. Vous voyez qu'on ne dépasse pas les 26 et demi, et ensuite après, ça redescend, on repasse au niveau de la nuit, et on rouvre le bâtiment, donc ce qui permet de décharger toute la chaleur qui est contenue dans les briques de terre crue et dans le plancher. Et ensuite, après, vous voyez qu'il y a une atténuation de ces grands pics d'amplitude grâce à l'inertie du bâtiment. Alors, je ne vais pas passer là ce que vous voyez en bleu. Vous voyez qu'on est encore plus performant que ce qui est en rouge, parce que c'est une moyenne de ce qui se passe au rez-de-chaussée. Et ce que vous voyez en vert, en fait, c'est la masse qui est comprise dans le plancher. Et l'idée, c'est que cette masse ne monte jamais au-dessus de 26 degrés, ce qui permet de tenir l'équilibre du bâtiment. Alors là, vous voyez, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vous voyez que vendredi, samedi, dimanche, on n'a plus ces oscillations au niveau de la température à l'intérieur du bâtiment. On a un diagramme presque plat, parce que il n'y a personne pour ouvrir et fermer les fenêtres pendant le week-end. Donc, je pense qu'une grande amélioration qui peut être faite sur ce bâtiment, c'est une automatisation en fait des oscillobattants pour deux raisons. Pendant le week-end, pour pouvoir le faire. Et aussi, on s'aperçoit que si on travaille dans le bureau, par exemple, au début du mois d'août, et qu'on part à 18h, 19h, la température est encore à 34, 35 degrés, et qu'il faudrait ouvrir ces fenêtres plutôt vers 8, 9 heures ou 22 heures. Et là, il n'y a que l'automatisation qui permet de pouvoir avoir cet optimum, je dirais, sur l'enveloppe du bâtiment. Maintenant, si on regarde sur l'impact climatique, par rapport à des objectifs carbone 1 et carbone 2, vous voyez le bâtiment, on est encore vraiment en dessous. Vous avez vu tous les matériaux qui sont utilisés sur tout le cycle de vie. Et sur les EGS, PCE, vous voyez aussi par rapport aux objectifs carbone 1, carbone 2, on est bien en deçà de ces objectifs qui, pour certains, sont des objectifs très difficiles à atteindre. Et là, le bâtiment, je dirais, est exemplaire aussi sur ces points de vue.
Ensuite, après, sur la qualité de l'air intérieur, donc, vous avez deux graphiques qui croisent en fait les COV, donc les composés les composés organiques volatiles, et aussi les taux de CO2. Alors, même si on n'est qu'avec des matériaux naturels, vous voyez que sur la première année de mise en route, heureusement qu'il y avait ces ventilations double flux, parce qu'on avait une émanation de coffre du bois, même si c'est du bois massif qui a été utilisé. Et vous voyez qu'au bout d'une année, tout ça s'est régulé, et qu'on a une qualité de l'air irréprochable au niveau du CO2. Alors, un bâtiment exemplaire et non reproductible, donc les coûts annoncés par Enertech, c'est 1 120 € hors taxe du mètre carré Sean, hors les VRD. Alors, je dirais que ce prix est à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est un bureau d'études qui a pignon sur rue. Zehnder a placé ses machines, pareil pour le photovoltaïque. Donc, il y a eu quand même des prix avantagés sur certains équipements. Donc, je pense que ce coût est difficilement reproductible à ce niveau-là, mais vous voyez qu'on reste tout de même dans un bâtiment qui reste exemplaire d'un point de vue environnemental, d'un point de vue aussi de sa performance énergétique, et à un prix, même si on rajoutait 20% de coût de prix de bureau, on reste sur quelque chose qui reste, je dirais, un gros succès niveau de la construction. Le second projet que je vais vous présenter, donc c'est un projet que j'ai fait en 2005, donc qui est le projet du hameau des Buis, qui est le projet de 20 logements et une école. Donc, il a été fait en 2005. Donc, si vous avez suivi ce qu'a dit Anaïg, les règles professionnelles de la construction paille n'existaient pas encore. Et je commence par cette image parce qu'elle est assez, je dirais, emblématique par rapport à la réglementation, la RE 2020. Là, vous voyez le projet de construction, donc où on est, je dirais, à mi-parcours là sur les logements. On en a construit, je ne sais pas, une dizaine. Et c'est assez emblématique dans le sens où le processus a été poussé assez loin. Donc, on a carrément acheté un peuplement, un bout de forêt. Donc là, vous voyez, il y a les troncs qui arrivent de la forêt. C'est scié à façon. Donc, on a les stocks de bois pour construire les bâtiments, avec ici une installation d'un séchoir à bois pour utiliser toutes les parties d'Aubier du Douglas pour faire tout ce qui est élément de menuiserie à l'intérieur. Il n'y a aucun emballage plastique. Les transports, la forêt, elle est à 30 km. Les bottes de paille sont du champ à côté. Et vous voyez les déchets qui sont... les seuls déchets qu'on a, c'est les bouts de DOS où on fait venir une machine, on en faisait du bois déchiqueté et ça repartait en fait pour pouvoir chauffer des bâtiments à plaquettes. Donc, c'est, à part évidemment les parties de bâche, de PDM, ce projet, c'est 80% en volume de matériaux biosourcés sur site ou dans un rayon de 20 km. Donc, c'est un projet qui a été lauréat Prébat en région Rhône-Alpes et requalifié projet exemplaire en architecture. Donc, le fait, juste par rapport à la denrée moi, le fait de squeezer quelqu'un qui s'appelle un commercial 2-3 fois dans la chaîne de production, en payant correctement les bûcherons, les débardeurs, le transporteur et le scieur à façon, eh bien, le bois est revenu à 150 € le mètre cube
pour la construction. Donc, vous voyez qu'il y a aussi, si le bois il flambe, il y a aussi peut-être des circuits de production à mettre en place dans une économie circulaire et circuit court, eh bien pour pallier à aujourd'hui des prix du Douglas qui peuvent dépasser 1 000 € le mètre cube scié. Donc, une approche bioclimatique, je passe assez vite sur évidemment tous les principes. Juste ce qui est intéressant, c'est que sur le diagramme de droite, vous avez les bâtiments où j'ai juste sorti la toiture, et c'est l'ombre portée du soleil le 21 décembre, donc qui est la plus importante. Et ce qu'on voit à l'extérieur, eh bien c'est l'ombre portée des bâtiments. Et si on regarde le plan du projet, eh bien, les parties qui sont en vert clair sont les parties privatives, et les parties en vert foncé, les parties publiques du projet. Donc, les parties privatives sont pratiquement dessinées par l'ombre portée du soleil le 21 décembre, où l'ombre est la plus importante. Donc, c'est garantir du soleil, évidemment, sur la façade, mais aussi devant toutes les terrasses qui se trouvent devant les façades du bâtiment. Et par contre, la deuxième lecture, c'est si on imaginait que toutes les façades plein sud étaient en vert, ben, quand on est sombre, ça veut dire qu'il peut y avoir du soleil sur l'intégralité du bâtiment. Et vous voyez qu'on est en vert clair, ça veut dire qu'il n'y a pas, le soleil ne pénètre pas. Et les parties où il ne pouvait pas y avoir de soleil, ben, c'est parties qui ont été valorisées pour faire des locaux techniques sur le projet. Donc, on est sur le même principe d'architecture bioclimatique, voire passive, de low-tech, avec un cocon isolant en botte de paille, de la masse dans les parois et en dalle, de pouvoir stocker de la chaleur pendant l'hiver, et ensuite, après, stocker de la fraîcheur pendant l'été à l'intérieur de ce cocon isolant, mur, toiture en botte de paille. Donc là, j'ai fait un petit schéma sur des murs capteurs, parce que les murs trombes et les murs capteurs, beaucoup de personnes en parlent et peu en construisent. Donc là, vous voyez des murs capteurs qui ont été construits sur le projet. Donc, ce n'est pas nécessairement un mur tout noir et qui fait toute la façade. Évidemment, on peut avoir des percements. Et là, on est inversé. On a tout le pourtour à l'extérieur qui est en pierre sèche, et la baie vitrée qui se trouve à l'intérieur. Là, on est sur 2 baies sur les côtés avec une petite baie à l'intérieur du mur en pierre sèche. Donc, on est sur... pourquoi mur capteur? Parce qu'on est sur un mur avec un vitrage fixe qui réduit. Donc, on a 10% de moins de rendement sur le soleil qui est gratuit. Par contre, on arrive par rapport à un mur trombe, on réduit, si on avait des ouvrants sur la façade, on ferait x2 niveau du prix de la menuiserie. Donc là, vous voyez le mur à l'extérieur. Ce que vous voyez dépasser, c'est pour accueillir le bout de pergola qui va faire de l'ombre à ce mur capteur, et aussi accueillir les capteurs pour la production d'eau chaude sanitaire. Toute l'eau chaude sanitaire sur les logements est construite et produite par du solaire. Donc là, vous voyez le même mur capteur qu'on a vu à l'intérieur, avec des enduits, là, c'est des enduits en terre. Je vous ai mis cette photo parce que là, on est sur des bottes de paille, et là, des enduits qui sont faits au plâtre à l'extérieur. Donc, le plâtre et la paille, ce n'est pas dans les règles professionnelles, mais ça fait bon ménage, à savoir que 80% des façades parisiennes sont enduites au plâtre. Donc, c'est un matériau par rapport à la chaux qui consomme très peu d'énergie. C'est une cuisson à 200 degrés au lieu d'être à 1200 ou à 1400 degrés pour de la chaux. Et le jour où on veut ce plâtre dans 100 ans, peut-être qu'il n'aura pas la même allure, on peut piqueter ce plâtre, le recuire et le réutiliser. Donc, c'est une utilisation sans fin, très peu d'énergie, et une ressource en France qui est très importante dans le bassin parisien et dans les Alpes. Donc, je pense que le plâtre, c'est un matériau d'avenir sur lequel on va beaucoup parler.
Sur le chauffage au bois, ben, la grosse difficulté, c'est que les bâtiments sont tellement performants et le maître d'ouvrage voulait avoir des poêles. Ça a été de trouver des poêles qui font 500 watts, des poêles à bûches qui font 500 watts. Et donc, ben, on a trouvé ça en Suède. En France, ce n'était pas possible, hein. Donc, sur l'urbanisme, bien, on a le bâtiment le plus grand qui fait R+1, qui fait un peu plus de 600 mètres carrés. Donc, on a pendant l'hiver du Mistral qui protège la cour intérieure et ainsi, en cascade, les bâtiments protègent toutes les cours intérieures des bâtiments. Donc là, je passe vite, hein. Donc, évidemment, c'est d'essayer de retrouver une cohérence, d'avoir les bâtiments bah, qui sont au mieux groupés pour avoir le moins de déperdition et de ne pas être évidemment dans l'horreur visuelle et l'horreur, je dirais, énergétique de tous ces lotissements qui se construisent en France. Et de toute façon, je pense que la maison individuelle, aujourd'hui, c'est un rêve qui est terminé. Donc là, bah, de regarder si on a la même surface de bâtiments isolés, un peu groupés et beaucoup groupés, et bien que les coûts de construction, ben, ils sont capables de descendre et que l'emprise au sol, elle est beaucoup moins importante et que les besoins en chauffage sont beaucoup moins importants. Donc là, une photo pendant le chantier. Bon, là, je ne vais pas y revenir sur les cours. Donc, on a un petit chemin qui sent la noisette qui est ombragé pour l'été. Et ensuite, après, on a des autoroutes, tous les bâtiments en accessibilité handicapée. Donc, on a des toitures végétales sur le projet. Et ce qui est important, c'est que on n'a coupé aucun arbre sur le terrain. Et ces arbres représentent l'équivalent de 5 à 10 climatiseurs artificiels pendant l'été pour rafraîchir tous les bâtiments. Alors, les toitures végétales, pourquoi? Ben, vous connaissez tous les pluies cévenoles. Le taux de pluviométrie à cet endroit-là est plus important qu'en Bretagne, mais quand il pleut beaucoup. Donc, ce qui permet d'avoir un déphasage à l'égout qui est très important avec les toitures végétalisées. Et ensuite, après, ben, sur le confort d'été, avec le même complexe d'isolant, on gagne 3 degrés de fraîcheur, le fait d'avoir une toiture végétalisée. Et là, ben, on a fabriqué des grandes serres, on a récupéré des plantes endémiques qu'il y avait au sol, et puis on les a remis sur la toiture. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Donc là, ben, vous voyez, une fois que la végétation commence à pousser, là, sur cette partie-là, ben, vous voyez des capteurs thermiques sur la production d'eau chaude sanitaire, ben, des arbres donc, entre les bâtiments. Sur le complexe d'isolation, ben, on est sur des bottes de paille en toiture. En dessous, vous voyez un frein de vapeur hydro-réglable Intello. On est en 2005. On a fait des tests d'étanchéité sur les bâtiments, même si ce n'était pas obligatoire à ce moment-là, mais c'est fondamental. Et ce qui est important, c'est que vous avez vu les bois d'ossature sont en Douglas. Et là, ben, vous voyez sur la toiture, on a du peuplier. Donc, on a à peu près une dizaine de bois endémiques qui sont utilisés sur le chantier. Donc, bah, pour montrer qu'on peut valoriser plein d'essences d'arbres dans la construction. Donc, bon, là, je passe rapidement. Bah, là, vous voyez les constructions, bah, les murs qui sont montés en bottes de paille avant d'accueillir la terre, les plafonds en peuplier, les freins de vapeur qui dépassent pour être noyés ensuite euh, aux enduitaires pour garantir une très bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Alors, je les ai mis cette photo pour 2 raisons. Là, vous voyez des bottes et tous les murs de refend, ce que vous voyez, c'est des modules qui font 40 par 60, donc qui sont des briques qui sont faites en terre-paille. Donc, on a fait 600 mètres cubes de terre-paille avec des densités différentes qui, ben, d'un point de vue de l'isolation acoustique entre les bâtiments, que ce soit dans les pièces intérieures ou murs de refend avec les voisins, avec un enduitaire, on a ce principe de masseur
masse ressort masse, avec des ossatures décentrées d'un côté et d'un autre. Ça fonctionne très très bien. Là, vous voyez, quand ça commence à pousser, l'essai d'homme au niveau de la toiture. Là, une autre vue sur la toiture. Particularité de ce projet, bien, il y a des toilettes sèches dans tous les logements. Donc, par rapport à la pénurie de l'eau, aujourd'hui, les toilettes à eau représentent 20 à 30% de la consommation en eau pour chacun de nous. Alors, je trouve quand même que c'est hallucinant d'utiliser de l'eau potable euh, par rapport, par rapport aux toilettes, et qu'avant de se poser la question comment dépolluer, on peut se poser la question comment ne pas polluer. Et dès qu'on mélange des excréments, de l'urine à de l'eau, là, on commence à fabriquer un cocktail qui commence à devenir très difficile à gérer. Ben là, vous voyez, donc là, ça a été validé par la DAS. Hein, on est sur 3 bassins pour 20 logements, donc à peu près plus de 100 personnes, et une école qui a à peu près 100 personnes. Vous voyez le fait d'avoir mis des toilettes sèches, ce que ça représente en superficie pour l'épuration. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est les eaux grises qui passent par la phytoépuration. Et une fois qu'ils sont sortis de la phytoépuration, on a une qualité baignade qui part dans un lac collinaire. Et ce que vous voyez en orange, c'est les eaux pluviales. Et ce lac collinaire permet d'irriguer un potager. Donc, voilà une cohérence qu'on peut avoir sur la gestion de l'eau. Là, vous voyez les stations d'épuration juste au moment où on commence à voir planter les phragmites et les roseaux. Sur la nature du sol, eh bien, quand on creusait pour les fondations, on sortait des grosses karstes qui nous ont permis de faire les murs de soutènement. Et ensuite, après, la terre était criblée, vous voyez, et ça servit eh bien, à faire les enduits terre, les briques de terre-paille. Et ensuite, après, les petites pierres ont servi à faire les hérissons des maisons. Donc, c'est reprendre le matériau qu'on a sous nos pieds, lui redonner un ordre et le redistribuer dans le logement. Donc là, on a fait, vous voyez, des centaines et des centaines de murs de pierres sèches avec les karstes tirés des fondations des bâtiments. Et là, vous voyez la fabrication des briques de terre-paille qui ont servi ensuite après à faire les cloisons de refend dans les bâtiments. Donc là, vous voyez des terre-pailles. Et ensuite, après, tous les enduits à l'intérieur, c'est des enduits de terre avec la terre du site. Donc, vous voyez les finitions qu'on peut avoir. Donc, ce n'est pas par rapport aux premières remarques, un mur enduit à la terre en botte de paille, c'est pas nécessairement un autoconstructeur qui a fait un mur en motocross. On est capable de dresser un mur tout à fait droit et avoir une très bonne planéité sur notre support. Et je terminerai rapidement sur un projet passif en botte de paille que j'ai fait au nord de Lyon. Alors, juste pour attirer, je vais aller très très vite, c'est juste pour attirer votre attention sur les différentes réglementations qu'on a eues en France. Donc la RT 2000, et puis après la RT 2005, la RT 2012, là on est à la RE 2020, là on sera à la RE 2025 ou la 2030. Et vous voyez, en passif, depuis 1985, eh ben on est là. Et ça n'a pas bougé. Et ce n'est pas des estimations, on doit mouiller, pourquoi 45, pourquoi 30, pourquoi 50. Enfin, on se demande comment sont fixés ces seuils dans le bâtiment neuf. Et pour moi, la norme, ça devrait vraiment, vu l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons, ça devrait vraiment être la norme de construction. Et pourquoi est-ce qu'on est à 15 kWh par mètre carré par an en besoin de chauffage et aussi de refroidissement? Parce que 15 kWh, c'est le chiffre qui permet de faire du chauffage ou du refroidissement
sur l'air, donc en passant par la double flux. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'on va dépenser un peu plus d'argent dans l'enveloppe, peut-être on va dépenser un peu plus d'argent à mettre des triples vitrages avec de la bonne menuiserie, mais on est capable de squeezer totalement toutes les installations de chauffage et de refroidissement dans le bâtiment, même dans le sud de la France. Donc, ce qui permet de faire des économies déjà quand on est en train de construire notre bâtiment et de ventiler l'argent de manière différente. Ensuite, plus on a de machines, et plus ça demande de la maintenance. Et là, si on n'a plus de machines, il n'y a plus de maintenance, donc ça ne peut plus tomber en panne. Et quand vous mettez l'argent dans l'enveloppe, c'est un investissement pour 100 ans. Quand on investit dans une machine, c'est pour 10 ans, 15 ans maximum, avec tous les frais annexes que ça représente. Donc là, je vais vous montrer, je passe vite fait sur les objectifs d'isolation que vous pouvez avoir dans le passif, parce que je suis en train de dépasser un petit peu le créneau qui a été autorisé. Sur les différences, vous voyez, sur la toiture, on passe à 30-40 cm, sur les murs, on est à 24-30 cm d'isolation. Et le projet passif que je voulais vous montrer, vous voyez, il y avait un arbre au milieu, en plein milieu de la parcelle. Et ce qui a été fait, c'est que cet arbre a été conservé et on a une ossature bois, remplissage botte de paille. Là, ce que vous voyez, c'est les enduits terre, du triple vitrage avec ici, ce que vous voyez au fond, on a un puits canadien donc pour le refroidissement qui est couplé à la double flux. Donc on a un réseau qui fait 40 mètres linéaires, l'arbre qui fait de l'ombre portée sur les vitrages pendant l'été. Et vous voyez que pour des exemples de finition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, on a des prestations, je veux dire, de qualité. On n'est pas dans de l'autoconstruction sauvage. Là, ce que vous voyez, c'est une bouche de VMC double flux dans le logement. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée avec la baie vitrée qui est à galandage, donc qui permet de rentrer dans le mur pour ouvrir en mi-saison la maison sur l'intégralité du projet. Donc là, d'autres vues. Là, vous voyez des vues des chambres. Là encore, des enduits terre. Donc là, on est au premier étage au niveau de l'arbre. Là, vous voyez encore une bouche de double flux, des enduits terre. Alors, normalement, on devait faire une finition sur ces enduits terre, mais on a eu des spectres pendant la mise en œuvre et le maître d'ouvrage trouvait ça très, très à son goût. Donc, c'est l'enduit de finition sans avoir de badigeon ni de peinture. Et là, vous voyez les toitures végétalisées qui couvrent l'intégralité du bâtiment. Et donc là, voilà, on va terminer par cette vue-là sur le projet. Donc, on est capable d'avoir des projets, je dirais, qualitatifs d'un point de vue esthétique. Et la seule machine qu'il y a dans le bâtiment, donc c'est une machine qui est certifiée passif, donc qui est une VMC double flux, donc qui accueille le puits canadien. Vous avez le ballon d'eau chaude et vous avez une micro-pompe à chaleur pour faire le complément pendant l'hiver si ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'autre moyen de chauffage dans le bâtiment. Et donc ça, c'est un bâtiment qui a, je pense, à peu près 10 ans. Et pendant l'été, il fait très frais à l'intérieur du bâtiment et pendant l'hiver, il fait très bon sans avoir de système de chauffage. Alors, je voulais vous montrer un projet de bâtiment que j'ai en paille porteuse, mais je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va plutôt passer à un échange sur vos questions. Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, merci Anaïg et Pierre-Henri pour cette présentation. Alors les questions, vous pouvez, je vous le rappelle, les poser dans l'onglet Q&R.
en bas. Et Pierre-Henri, tu as déjà, enfin Pierre-Henri Anec, il y a déjà 2 questions. Tu arrives à les lire? Oui. Alors, la première question, pourquoi… Anaïk, tu veux y répondre ou… Je n'ai pas mis mon micro, mais je vais te, voilà, non, je vais te laisser répondre. D'accord. Alors, pourquoi doubler les murs en fibre de bois? Ben, là, c'est le choix qui a été fait, je pense que vous parlez du projet Low-Tech, pour avoir encore plus d'isolation thermique dans les murs. Voilà pourquoi. Donc là, c'est pour dépasser un R de 10 à l'intérieur des murs. Alors, les prix de construction énoncés à 1 200 € hors taxes sont, au vu des réalisations présentées, viables pour 2009. À combien au mètre carré pensez-vous sortir ce type de bâtiment aujourd'hui? Eh bien, j'en ai strictement aucune idée. Je pense que… Enfin, après, sur les prix, ce que je vous ai donné le lien sur les prix des murs. Faut savoir que sur un bâtiment, les murs, ça représente à peu près 20% du projet en général. Donc, quand on fait une isolation en paille, par exemple, sur les murs, on peut rajouter la toiture, donc ce 20% augmenterait un petit peu. Eh bien, la variable d'ajustement, elle est juste sur 20% du prix du projet. Après, tout le reste, la plomberie, le carrelage, c'est tout pareil que sur une maison classique. Donc, c'est difficile de répondre de manière très générale sur les prix. Vous avez les prix des parois qui, ben, aujourd'hui, moi, je sais certifier, je sais garantir un prix sur une période de 15 jours, un mois maximum, parce que ben, les prix flambent dans tous les domaines. Et je préfère ben, vous présenter des projets avec le prix de ce projet en telle année a coûté tant d'argent. Mais après, faire des ratios très généraux là-dessus, ça ne me paraît pas professionnel de ma part de vous présenter les choses de cette manière-là. Alors, Merci. pourriez-vous nous redonner le site présenté en début de slide sur les comparatifs d'enveloppes? Mais ça, on va mettre en ligne ce qui a été présenté, donc vous aurez le lien Internet pour aller regarder tout ça, quoi. Ouais, je pense qu'il s'agit du site du RFCP, rfcp.fr. Oui, Réseau français pour la construction de paille. Tout à fait. Mm. Il n'y a pas d'autres questions? Aucune autre question? S'il n'y en a pas d'autres, évidemment, on va se quitter. C'est le moment ou jamais. Alors, se quitter aussi en vous indiquant qu'avec Anaïg Madec et Pierre-Henri Gomez, on va monter une formation ProPaille proche de Toulouse. Là, on recherche bien évidemment un partenaire. On vous en fera part dès que ce partenaire sera trouvé. Et Alors, ouais, je me Pierre-Henri, permets de te couper, Gaël. Là, bien sûr. j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. J'ai plusieurs Oui. touches, 3-4, pour trouver un partenaire pour pouvoir organiser un Propal sur Toulouse. Donc, on en discutera en off. Les Tout choses, à fait. les choses arrivent. Alors, les questions aussi. Alors, comment analyser Oui. la candidature d'une entreprise pour être sûr qu'elle soit bien qualifiée pour mettre en œuvre la paille en complément de son assurance? Évidemment, Caroline, je permets de te tutoyer, ben, il faut qu'elle soit pro-paille. Et si elle est pro-paille, déjà, ben, tu as un gage de qualité par rapport aux compétences de l'entreprise. Et après, évidemment, que si elle a fait plusieurs chantiers, ben, tu as encore un gage encore plus important. Alors, Cyril Afonso, merci, bravo pour vos projets. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que la mise en œuvre de la paille peut se faire dans des régions humides? Alors, je dirais oui. Alors, les règles professionnelles sont validées pour la métropole, hein. Si vous construisez à La Réunion ou à la Martinique, là, vous êtes hors des règles pro. Alors, humide, peut-être que Charlotte, tu peux préciser un lieu géographique que tu as en tête. On pourra peut-être apporter une réponse plus précise. Alors, un spectateur anonyme, je suis architecte, je réfléchis sur un projet de construction aux Antilles. Alors, je te souhaite beaucoup de courage. Je ne connais pas du tout les conditions climatiques aux Antilles, à La Réunion. Et ce qu'il faudra, ce que j'ai précisé juste auparavant, c'est que tu es hors règle professionnelle et que les cycles de perspirance dans les murs vont s'inverser. Donc, le spectateur anonyme, si ce projet aboutit, je serais curieux de voir quelle solution tu as pu trouver avec de la paille sur ce type de climat que je ne connais pas du tout et sur lequel je saurais apporter aucune réponse. Donc voilà. Alors, avez-vous une liste de projets réalisés en paille sur l'Hérault et sur le Gard? Eh bien oui, ça, on pourra partager des Oui, projets qui se trouvent. pour ça, il faut aussi aller donc sur le site Construction Paille. Il y avait le lien aussi en début de slide et de taper sa région. Alors évidemment, il faut que le projet ait été référencé. Et ensuite, il y a la cartographie qu'il y a sur le site du RFCP avec les entreprises et les associations locales, et donc aussi s'adresser à ces adhérents du réseau pour avoir ce genre de liste. Mais toi, Pierre-Henri, tu en as peut-être Oui, moi j'ai fait des dans cette projets région. qui sont construits dans cette région. Alors, merci beaucoup pour ces présentations. Quel projet en paille porteuse pourrions-nous aller voir pour avoir un exemple réussi? Alors là, je vous propose de vous rapprocher d'une association qui s'appelle Nebraska. Et là, vous verrez différents projets en paille porteuse qu'ils ont réalisés. À savoir aujourd'hui, sur la planche à pain, il y a les règles professionnelles ITE qui y sont, et aussi sur les règles professionnelles en paille porteuse. Donc, ce n'est qu'une question, je dirais, de temporalité. Et tout ceci, je pense, on va avoir un arsenal juridique très rapidement sur ces techniques-là. Alors, tu arrives à trouver des entreprises locales pro-paille facilement. Alors, ça fait 25 ans que je construis en botte de paille, donc je connais pratiquement toutes les personnes sur le territoire de France et de Navarre, donc ça ne me pose pas de gros soucis. Et tu peux te rapprocher du RFCP si tu as des difficultés à en trouver. Alors, le spectateur anonyme en milieu tropical, ben oui, en milieu tropical, il faut se pencher sur la question. Je n'ai pas plus d'éléments euh, à te fournir aujourd'hui. Alors, Charlotte exerce en Suède. Alors, je ne vois pas là de difficultés fondamentales à les construire en Suède. Il y a des bâtiments. Aujourd'hui, en Europe, on a la France est, je dirais, le pays. On cite beaucoup les pays nordiques comme les pays exemplaires sur l'écologie, l'environnement et l'énergie. La France est le pays qui a le plus de bâtiments en Europe construits en botte de paille. Alors, toujours Caroline, pour la question de Caroline, va toujours se rapprocher de la cartographie sur le RFCP. Après, oui, il y en a. Il y a MV Habitation, il y a qui sont en Ariège, mais ce n'est pas très loin. Donc, ça dépend des projets. Mais oui, il y en a. alors, Henri a posé la question, Henri. Peut-être tu peux développer un peu plus. La question d'Henri est en bas. Henri a commencé à écrire. Ah, d'accord. Alors, juste avant, on va passer à Emmanuel. Alors, merci pour votre présentation très intéressante. Merci à toi
pour ce retour. Concernant le projet Enertech, vous parliez d'une amélioration possible en automatisant les ouvertures des oscillobattants. Avez-vous un retour d'expérience sur ce type de solution? Oui, des retours d'expérience, il y en a sur l'automatisation des oscillobattants et qui me paraît sur du tertiaire fondamental. Là, c'est pareil, hein, si on réfléchit maison individuelle, si on est des gens normaux, entre guillemets, on est pendant la journée au travail, quoi que ça change maintenant avec le télétravail, et on revient le soir. Par contre, dans du bureau, dans une école, on est là pendant la journée, on n'est pas là pendant la nuit, et on doit trouver d'autres réponses par rapport à les surventilations nocturnes, estivales, et le fonctionnement aussi pendant l'hiver. Donc, la question d'Henri vient d'arriver. Henri, la canne à sucre fournit la paille, la terre sera de terre coulée. Alors, je ne comprends pas très bien ce que Moi non veut plus. Henri. C'est Henri, une vous pouvez expérience, préciser? que tu as dans la construction, ou je ne sais pas, ou c'est une question. Alors, Boris qui remercie pour les présentations. Merci Boris. Nouvelle question d'Emmanuel. Nous travaillons en ce moment à un projet de crèche avec des salles présentant une double orientation pour avoir de l'apport lumineux et de la ventilation naturelle, et on réfléchit à une solution avec des sondes de CO2 pour aider le personnel à évaluer les besoins. Et je pense que si tu mets une double flux, les problèmes de CO2 ils sont résolus hein, dans ton projet, quoi. Pas besoin. Alors les sondes, ça te permettra de vérifier d'un point de vue scientifique. Et c'est sur ces points-là, enfin, je veux dire, on va pas ouvrir un débat sur la ventilation naturelle, mais il faudrait peut-être, ça serait intéressant avec Hilo que on fasse un peu un point sur, je dirais, ce qui est dans la tête un peu des gens sur ces choses-là, des idées préconçues et la réalité. Je pense que ça mériterait un webinaire à lui tout seul. À lui tout seul. Je retiens. Voilà, est-ce que nous avons fait le tour de toutes les questions? Alors, il me semble, sauf si Henri souhaite reformaliser sa question, mais je ne crois pas. Cyril félicitait aussi. Henri, j'enlève vos 2 questions. Ah, il y a une autre question de Flavia. Alors, quel était le type de maîtrise d'ouvrage des maisons présentées, privées, participative ou promotion? Alors, pour le projet Enertech, on est sur une maîtrise d'ouvrage privée. Donc, c'est Enertech qui a construit pour lui-même. Pour le projet du hameau des Buis, on est sur une commande privée et sur un chantier participatif. Donc, ce que vous avez vu là, les enduitaires, les bottes de paille ont été montées avec une main-d'œuvre qui était au départ pas qualifiée et qui s'est qualifiée au fur et à mesure des échanges et du temps passé. Ou promotion. Donc là, c'est pas de la promotion immobilière. Il faut savoir aujourd'hui que les chantiers publics, commencent à y en avoir beaucoup en France. Et si on parle des performances, le bâtiment le plus grand en France construit aujourd'hui en botte de paille, c'est R+7. Il y en a un en construction qui fait R+10, donc qui va être livré incessamment sous peu. Et on est sur des chantiers publics, par exemple sur des groupes scolaires, sur des chantiers de 50 à 60 millions d'euros. Donc on n'est plus sur des brins de paille, je dirais, niveau des budgets de construction. Parce que je vous invite à vous référer au webinaire 1 où on avait un peu balayé toutes les règles de construction, feu, etc. Donc les contrôleurs techniques aujourd'hui sont formés à suivre, certains, je dirais, certains contrôleurs techniques sont formés à suivre ce type de chantier, de construction. Une remarque de Laura. Merci et félicitations. Merci. Merci. Bon, beaucoup de remerciements. Spectateur anonyme à nouveau.
Alors, peut-on dessiner avec sa question la terre coulée? C'est le tout venant du site mélangé avec du ciment. Ah, ben, Spectateur anonyme, je suis un peu confus, j'y arrive pas très bien. Si tu veux dessiner, fais des dessins, mais je comprends pas si c'est des questions, si tu nous relates d'une expérience personnelle, j'ai un peu du mal. Voilà, Oui, alors je pense que après, c'était en référence à la question précédente de... Mince, son Henri. prénom m'échappe. Henri. Tu parlais. Henri, merci. Mm. Bon, eh bien, écoutez, Charlotte, pareil, vous remercie à nouveau. On va s'arrêter là, on regarde l'heure, il est 19h40. Je vous remercie grandement, Anaïg et Pierre-Henri, pour votre intervention et on vous fait part très prochainement donc, de cette formation qui se réalisera vers Toulouse. Et n'oubliez pas le site du réseau français pour la construction paille concernant toutes les informations, les réseaux, les formations. Et Anaïg Madec est votre interlocutrice. On se souhaite une bonne soirée et on se bonne quitte. soirée et j'espère un Soirée. Propaille et Toulouse très Oui. prochainement avec Ilo Formation et Anaïg. Voilà, Eh ben, Exactement. avec plaisir. Je vous appelle demain. ok, Très très bien. bien. Bye À bye, merci à tout Bientôt. le Au monde. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.